l'obligation de formation s'impose dès lors que l'avocat est inscrit à un barreau et aussi longtemps qu'il y reste inscrit. Le RIN, parmi les grands principes essentiels, nous dit l'avocat fait preuve à l'égard de ses clients de compétences. Et donc c'est cette question de compétences qui justifie la formation continue. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Tenir à jour ses connaissances, garantir la qualité de ses compétences et se perfectionner tout au long de sa carrière est une condition indispensable pour durer au sein de la profession d'avocat. Plus qu'une condition d'ailleurs, c'est même une obligation posée par la loi et le RIN, le Règlement intérieur national de la profession. En quoi consiste cette obligation? Comment la respecter? Quelles sont ses spécificités et ses sanctions? C'est ce que nous allons voir avec Pauline Girard, avocate au barreau de Lille et de Grenoble, élue FNUJA au Conseil national des barreaux et membre de la commission formation, et Florian Michel, avocat au barreau de Lyon et secrétaire province de la FNUJA. Première question, depuis quand les avocats ont-ils une obligation de formation continue ? Bonjour Laurence, merci pour cette question qui est effectivement une question d'actualité puisque lors de la grande rentrée des avocats, nous avons fêté les 20 ans de la formation continue. En effet, cette obligation a été votée par le CNB durant la mandature fin 2004 et elle s'applique depuis le 1er janvier 2005 seulement. Pourquoi les avocats ont-ils une obligation de formation continue ? Bonjour Laurence, on va commencer par enfoncer une porte ouverte. Les avocats doivent respecter leur déontologie. Et au titre de cette déontologie, le RIN, parmi les grands principes essentiels, nous dit l'avocat fait preuve à l'égard de ses clients de compétences, de dévouement, de diligence et de prudence. Et donc c'est cette question de compétence qui justifie la formation continue. Ainsi, dans ses rapports avec son client, l'avocat a une mission qu'il doit remplir promptement, conscieusement et avec diligence. Et pour aller jusqu'au bout de cette compétence, on ne peut pas accepter un dossier qui ne relèverait pas de nos compétences. Tout cela pour accompagner et conseiller au mieux les clients pour avancer au mieux dans leur intérêt. Or, pour remplir cette obligation, il faut être compétent et cette compétence, elle est multiple. D'abord parce qu'on a une complexification des règles de droit qui s'appliquent aujourd'hui, des textes de loi. Et il est maintenant devenu obligatoire pour les avocats de se former, même après avoir obtenu leur diplôme et tout au long de leur carrière. En quoi consiste exactement cette obligation ? Les obligations en termes de formation continue pour les avocats sont définies donc principalement par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 que les avocats connaissent bien puisque c'est celle qui porte la plupart des règles légales en tout cas s'agissant de notre statut. Donc selon cette loi, l'obligation de formation s'impose dès lors que l'avocat est inscrit à un barreau et aussi longtemps qu'il y reste inscrit. C'est ensuite le décret également bien connu des avocats du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qui est venu détailler la nature de ces obligations et la durée également de cette charge d'obligation qui doit être validée au titre de l'obligation de formation continue. Et enfin, c'est le CNB qui en précise les formes et le contenu concret par le biais de ce qu'on appelle une DCN, donc une décision à caractère normatif, qui est décidée par le CNB et ensuite transcrite par le gouvernement. Et donc, en l'espèce, c'est l'article 85-1 donc du décret du 27 novembre 1991 qui définit le volume horaire de cette formation générale, qui est donc de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures de formation sur 2 années consécutives. Quelles sont les spécificités pour les jeunes avocats ? Alors en effet, le Conseil national des barreaux a prévu des règles spécifiques, non pas pour les jeunes, mais pour les jeunes avocats. Donc on peut être jeune avocat à tout âge, en fait c'est dès lors qu'on commence à exercer la profession d'avocat. Ces règles sont entrées en vigueur en même temps que la formation continue elle-même, donc à compter du 1er janvier 2005, et elles ont été récemment modifiées. Initialement, le jeune avocat devait effectuer au cours de ses 2 premières années d'exercice 20 heures de déontologie, soit 10 heures par an. Et donc, depuis la modification qui est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, il faut non pas 20 heures de déontologie, mais 20 heures de déontologie et 10 heures de gestion de cabinet. Donc on a rajouté pour la formation des jeunes avocats une obligation sur cette gestion de cabinet spécifiquement pour leur apprendre à devenir des chefs d'entreprise. Et qu'en est-il pour les spécialistes ? Là encore, c'est l'article 85-1 du décret dont je vous ai parlé tout à l'heure qui précise que pour les titulaires d'un ou de 2 certificats de spécialisation, il est nécessaire de justifier d'au moins 10 heures par an de formation continue dans le ou les domaines de la mention de spécialisation, ces 10 heures faisant bien évidemment partie des 20 heures totales devant être au moins effectuées. Et il est précisé qu'à défaut de respecter cette obligation, donc d'au moins 10 heures dans le domaine de spécialisation, l'avocat spécialiste perd le droit de faire usage de sa mention de spécialisation. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces obligations ?
Comme toute obligation déontologique, le non-respect de celle-ci peut entraîner des poursuites disciplinaires et éventuellement donc des condamnations disciplinaires. À cet égard, on peut citer une décision plutôt cocasse du Conseil d'État du 27 juillet 2006, s'agissant de cette obligation de formation et de la contestation du décret qu'il a mis en place. Dans le cadre de cette contestation, le requérant faisait valoir que cette obligation de formation constituait du travail forcé et donc serait contraire à l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Naturellement, le Conseil d'État a rejeté cet argument, mais on voit bien que cette obligation questionne et a questionné. Aujourd'hui, on a cette sanction disciplinaire. On a vu en pratique que les sanctions disciplinaires pour ce motif uniquement étaient assez rares. Lorsqu'on a des poursuites disciplinaires, on va dire, sur le comportement de l'avocat, on va vérifier s'il est à jour de ses obligations professionnelles en matière de formation et ce sera un élément complémentaire. Mais la profession a considéré que ce n'était pas suffisant. Et donc, on a également une nouvelle sanction qui existe depuis le 1er janvier de cette année. Désormais, l'avocat peut faire l'objet d'une sanction dite administrative. Comment ça se passe ? En fait, c'est l'article 105 du décret qui prévoit que l'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue, en application des articles 85 et 85.1, donc du même décret de 91, peut faire l'objet d'une sanction administrative. Donc cette sanction administrative, elle est prononcée par le Conseil de l'ordre, après convocation de l'intéressé. On n'a aujourd'hui pas assez de recul pour savoir si les conseils de l'ordre vont s'en saisir, mais je pense que les conseils de l'ordre sont aujourd'hui sur cette question et vont, à mon sens, commencer à s'y intéresser très fortement. Et donc on ne peut qu'inciter les avocats à être à jour de leurs obligations de formation. Toutes les formations suivies par un avocat permettent-elles de valider des heures de formation ? En réalité, non. Encore une fois, le décret de 91 a précisé l'obligation de formation et celle-ci a pour objet d'assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Et donc, pour être éligible, la formation doit concourir à cet objectif. Pour pouvoir encadrer cette application, un certain nombre de critères ont été définis qui permettent de savoir effectivement quelles formations peuvent être validantes au titre de l'obligation de formation continue. L'obligation de formation continue, là encore, c'est le texte du décret qui l'indique ainsi, elle est respectée lorsque l'avocat soit participe à des actes de formation à caractère juridique ou professionnel qui sont dispensés par des organismes de formation et notamment par les centres régionaux de formation professionnelle, donc les CRFPA ou plus communément appelés les écoles d'avocats, ou encore dans les établissements universitaires, ou par l'assistance à des colloques ou des conférences qui ont un lien direct avec l'activité professionnelle de l'avocat. Donc ce critère de caractère juridique et de lien professionnel avec l'activité des avocats doit bien évidemment être respecté. Dès lors que la formation est dispensée par une école d'avocats, elle sera forcément éligible à la formation continue. En revanche, les formations qui n'ont pas de lien avec la profession, donc par exemple des formations en langue, du management ou d'autres types de compétences qui peuvent être utiles à l'avocat mais qui ne sont pas directement liées à notre activité professionnelle, ou des formations qui ne seront pas délivrées par des organismes labellisés ou qui ne répondent pas aux critères d'homologation que nous verrons tout à l'heure, ne permettront pas de valider des heures de formation. Donc il est effectivement indispensable que l'avocat, lorsqu'il souhaite s'inscrire à une formation, vérifie que cette formation puisse être éligible à la validation de ces heures au titre de son obligation de formation continue. Qu'en est-il des congrès, par exemple ? Les congrès, ça dépend de ce qu'on met derrière ce mot. Si on prend le cas, par exemple, du congrès de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, on peut obtenir la validation d'heures de formation. Alors il y a une précision à faire, il ne suffit pas d'être au congrès, il faut aussi participer aux formations qui sont données dans le cadre de ce congrès. Et par exemple, si on prend le dernier congrès donc, de la FNUJA en 2024, donc à Aix-en-Provence en mai dernier, les congressistes pouvaient valider jusqu'à 15 heures de formation parce qu'on avait 3 jours de formation dans le cadre de ce congrès. Donc c'est uniquement s'il y a de véritables formations qu'un congrès peut permettre de valider des heures. Donc des colloques sur une question d'intérêt général ne rentrent pas forcément dans le cadre de la formation continue. Exactement, c'est ce que disait Pauline. Il faut qu'il y ait un lien avec la profession d'avocat, ou en tout cas un lien avec des questionnements juridiques et ou le développement du cabinet d'avocat entendu strictement. Qui délivre des formations homologuées ? C'est là où ça devient un petit peu technique. Pour que les formations puissent donner des heures qui soient validées au titre de l'obligation de formation continue, elles doivent soit, comme je vous l'ai expliqué précédemment, être dispensées par les écoles d'avocats qui sont donc homologuées de droit, soit dans le cadre de colloques universitaires lorsque c'est en lien avec la profession, effectivement, soit l'organisme qui délivre cette formation doit s'assurer auprès du CNB de l'homologation de cette formation. Ces homologations, elles sont strictement encadrées par des critères qui sont définis par la fameuse décision à caractère
critères normatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, cela signifie que l'organisme concrètement de formation envoie au CNB son programme de formation et un petit formulaire explicatif. Et la commission formation du CNB vérifie que ces critères sont remplis et, si tel est bien le cas, homologue cette formation. Ces critères, alors, il y en a un certain nombre pour s'assurer justement de la qualité de la formation et donc, in fine, des compétences qui sont transmises à l'avocat qui vient être formé. Donc, cette action de formation pour être homologuée doit donc avoir fait l'objet d'une communication préalable auprès du CNB, notamment sur les modalités d'accès, les tarifs, les objectifs de la formation avec les thèmes traités, éventuellement les mentions de spécialisation concernées ou concernant l'obligation spécifique pour les jeunes avocats dont Florian vous a parlé tout à l'heure, soit que la formation relève de la déontologie, soit de la gestion de cabinet, le niveau d'enseignement concerné, le nombre d'heures de formation qui évidemment sera dispensé, le déroulé avec un plan, les méthodes d'enseignement s'il y en a des spécifiques, et bien évidemment les noms et références professionnelles des personnes qui vont animer cette formation. Pour être homologuée, une formation doit également avoir une durée minimale de 2 heures et doit donner lieu pour chaque participant à la remise d'une documentation écrite, étant entendu bien évidemment que cette documentation peut simplement être transmise par voie électronique à l'apprenant à la suite de la formation. Lorsque la formation se déroule à distance, puisque la formation à distance est homologuée par le Conseil national des barreaux, elle doit permettre une assistance technique et pédagogique à l'apprenant en cas de difficulté. Et lorsqu'il s'agit d'une formation qui a lieu, par exemple, en direct par le biais d'une visioconférence, il doit également y avoir un moyen pour la personne qui suit la formation à distance de pouvoir interagir avec son formateur, contrairement au système d'e-learning où là on demande simplement à la formation de pouvoir permettre une assistance technique et pédagogique, notamment si l'apprenant a une question à laquelle il estime qu'il n'est pas répondu par la formation en elle-même. L'intégralité des formations doivent aussi pouvoir justifier d'avoir un système d'évaluation des acquis lorsque c'est à distance et, dans tous les cas, à distance ou en présentiel, un système d'évaluation du formateur pour que l'avocat puisse, dans tous les cas, faire un retour sur ce qu'il a estimé bon ou mauvais dans la formation. Et enfin, et c'est un critère qui est particulièrement important pour le CNB, il doit y avoir obligatoirement au moins un avocat dans les formateurs pour que la formation puisse être homologuée. Il s'agit là donc des formations qui sont données par les organismes qui ne sont pas des écoles d'avocats ou des universités. Enfin, il est également possible à certains cabinets d'avocats, et ça se fait par exemple dans les gros cabinets d'affaires, que ces cabinets organisent en réalité leur propre formation en interne. Ces formations peuvent également être validées au titre de la formation continue. Il y a là encore un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer la qualité de ces formations et il appartient au cabinet qui souhaite organiser ainsi des formations en interne de se déclarer auprès de son barreau d'exercice comme donnant des formations, de se déclarer également au CRFPA dont il ressort et de désigner au sein du cabinet un responsable de formation qui fera le lien avec ces différentes instances et qui permettra également de soumettre les plans de formation pour s'assurer encore une fois que ces formations sont de qualité pour l'ensemble des avocats qui les suivraient au sein du cabinet. Enfin, la dernière obligation qui là recouvre en réalité l'intégralité des modes de formation, qu'il s'agisse des écoles, des organismes de formation ou des cabinets en interne, pour obtenir la validation de ces heures et le fameux certificat de présence dont nous parlerons certainement tout à l'heure, il est indispensable que pour toute formation, une feuille de présence soit mise en place et que l'avocat, bien évidemment, signe cette feuille de présence pour justifier de sa présence et de son suivi effectif de la formation. Où l'avocat qui souhaite se former peut-il trouver la liste des formations homologuées ? On n'aura pas une réponse claire et unique là-dessus. On a plusieurs outils, notamment celui du CNB, qui regroupe les formations, mais qui regroupe les formations seulement, de l'ensemble des écoles d'avocats qui lui déclarent, mais également de personnes extérieures. La difficulté, c'est que l'ensemble des formations validantes au titre de la formation continue ne sont pas déclarées sur cette plateforme. Donc cette plateforme dont je parle, c'est formation.avocat.fr qui est accessible sur l'outil qui est mis en place par le CNB. Outre cet outil, ensuite il faut un petit peu partir à la chasse, on va dire, aux formations. Donc on peut regarder directement sur les sites des différentes écoles d'avocats qui, pour la plupart, prévoient leur planning longtemps à l'avance. Donc on peut regarder les formations qui nous intéressent et s'y inscrire. On a également de nombreuses unions de jeunes avocats qui donnent des formations, d'autres syndicats également. On a également l'ensemble des éditeurs juridiques qui font des formations, et notamment l'Extinso. En fait, on a une multitude aujourd'hui de plateformes qui permettent de trouver la formation qui nous conviendra. Pauline, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Les formations ne doivent pas avoir forcément lieu en présentiel.
Non, effectivement, depuis quelques années, l'avocat a la possibilité technique d'assister à un certain nombre de formations par le biais d'e-learning ou de visioconférence. Il faut savoir que ça a fait débat au sein du Conseil national des barreaux, ou en tout cas de la commission de formation, pour savoir si on pouvait assimiler ces modes de formation, mais c'est bien le cas. Dans un premier temps, il était possible de suivre ces heures de formation, mais on ne pouvait pas réaliser l'intégralité des 20 heures de formation obligatoires par visioconférence ou en e-learning. Aujourd'hui, c'est possible. On peut réaliser l'intégralité de ces heures en formation à distance. Néanmoins, ça n'est pas encouragé. La formation, elle a pour objectif non seulement de nous apporter effectivement des compétences dans les matières qui sont enseignées, mais le caractère interactif, notamment la rencontre lors de ces événements avec les échanges entre confrères et avec les formateurs, amène aussi pour l'avocat une certaine valeur ajoutée au-delà de ses compétences directes en termes de confraternité, en termes d'échange d'expériences et en termes de liens qui peuvent se créer. Donc il reste important pour chaque avocat de pouvoir effectuer des formations en présentiel et la commission formation du Conseil national des barreaux s'assure que dans chaque école, un certain nombre de formations soient dispensées aussi en présentiel pour permettre à tout avocat de trouver une formation près de son cabinet. Je le reprécise encore une fois, mais si l'avocat choisit de suivre une formation par visioconférence ou par e-learning, il doit être particulièrement vigilant à s'assurer que celle-ci soit bien homologuée et réponde aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure pour s'assurer qu'effectivement il pourra valider ses heures, puisqu'il est plus difficile d'obtenir les homologations sur ce type de formation, donc il convient d'être particulièrement vigilant. L'obligation de formation est de 20 heures par an et 40 heures sur 2 ans. Cela fonctionne-t-il juste au chronomètre ? On pourrait penser, a priori, oui, il faut faire ces 20 heures, point. Et justement, le CNB a prévu une petite modalité autre que seulement les 20 heures par an, c'est les 40 heures sur 2 ans, qui permet un petit peu d'apporter de la souplesse dans le cadre de cette obligation de formation. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des années où on a des difficultés à suivre des heures de formation, on peut avoir des confrères qui lâchent un petit peu à un certain moment. Et donc ces 40 heures, justement, ça permet de ne pas être derrière le chronomètre, on va dire, à chaque moment. Par exemple, cette année, je n'aurai le temps de faire que 4 heures de formation. Je pourrais remplir mon obligation de formation en faisant l'année prochaine 36 heures. Et donc j'aurai mes 40 heures sur mes 2 années d'exercice. Alors il faut quand même faire attention parce que 36 heures sur une année, ça commence à être un nombre d'heures plutôt important. Et donc, il faut quand même veiller à ne pas chambouler son activité professionnelle pour remplir ses heures de formation. Donc, le mieux, c'est quand même de veiller de manière, on va dire, assez habituelle à faire un petit peu des formations tout le temps. C'est quand même beaucoup plus simple que 40 heures d'un coup. Quels sont les autres moyens pour valider des heures ? Effectivement, depuis tout à l'heure, je vous ai expliqué quelles formations suivies par l'avocat pouvaient être homologuées suivant l'organisme ou l'école qui le dispenserait. Mais il y a aussi, pour les avocats, d'autres moyens de valider des heures de formation. C'est ici encore l'article 85 dont je vous ai parlé, qui prévoit donc dans ces 2 premiers alinéas la dispense par les écoles d'avocats et la présence lors de colloques, mais il y a 2 autres alinéas qui viennent ajouter que l'avocat peut respecter ses obligations en termes de formation, soit par la dispense d'enseignement ayant là encore un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats dans un cadre universitaire ou professionnel, soit 4e alinéa par la publication de travaux à caractère juridique. Une fois encore, ces critères ont été détaillés par la décision à caractère normatif du CNB qui, s'agissant de la dispense d'enseignement, qui là encore s'applique assez largement dès lors que la matière enseignée est bien une matière juridique. Il peut s'agir de cours à la faculté, de TD qui soient donnés dans des facultés privées ou publiques, ou encore d'intervention dans différents diplômes post-bac. Dès lors que l'avocat dispense un enseignement, 1 heure de formation donnée par l'avocat est validée au titre de 4 heures, au titre de l'obligation de la formation continue. L'idée étant que pour pouvoir produire 1 heure de formation, l'avocat a dû procéder à des recherches et donc lui-même se former pendant un temps qui est estimé à 4 heures. Cela fonctionne également bien évidemment lorsque l'avocat dispense une formation à destination d'autres avocats dans quelque contexte que ce soit. S'agissant de la publication des travaux, là encore des critères un peu stricts doivent être respectés. Donc il y a un critère de contenu et un critère de forme. Sur le contenu, les travaux publiés doivent, là encore, et on a la cohérence avec ce qui a été expliqué précédemment, ces travaux doivent traiter de sujets qui sont relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle de l'avocat. Sur la forme, ces publications doivent contenir au moins 10 000 signes, espace non compris bien évidemment, et hors titre, etc. Il appartient à l'avocat de justifier de ce nombre de signes et si plusieurs avocats ont concouru ou s'il y a eu plusieurs auteurs à la publication, le nombre d'heures de formation sera
divisé par le nombre d'auteurs pour assurer une équivalence. Cette équivalence, elle est donc fixée à 3 heures de formation comptant pour 10 000 signes. Et à chaque fois que la publication dépasse à nouveau 10 000 signes de plus, 3 heures supplémentaires sont accordées à l'avocat qui la produit. Donc, il faut faire attention lorsque, par exemple, on demande au collaborateur d'écrire un article qui sera publié sur le site internet de son cabinet, par exemple, dans le cadre de veille juridique. Ces publications-là, bien souvent, n'atteignent pas le nombre de signes et ne sont pas considérées comme une publication de travaux au sens formel, et donc cela n'entraîne pas la validation d'heures de formation. En revanche, si l'avocat collaborateur est nommé avec son collaborant sur la rédaction d'un article qui sera publié dans une revue de référence, par exemple, à ce moment-là, le collaborateur pourra faire valoir ses heures de formation au titre de cette rédaction. Quel est le process pour faire reconnaître ces heures ? Alors pour la déclaration de ces heures, on pourrait dire qu'il y a autant de manières de fonctionner qu'il existe de barreaux. Alors le décret nous précise seulement aujourd'hui que chaque avocat est responsable de la déclaration de ses heures de formation. Et il doit le faire avant le 31 décembre de l'année suivante. De nombreux barreaux aujourd'hui ont adhéré à un logiciel qui s'appelle Barotech, et aujourd'hui on peut déclarer directement sur cet outil les heures de formation suivies. Mais mis à part cela, en fait, il faut simplement avertir son ordre par le moyen qu'aura prévu l'ordre et transmettre l'attestation de formation que nous aura remis l'organisme qui a dispensé celle-ci, et ensuite sera pris en compte dans le calcul des heures de formation. Finalement, la démarche est quand même très simple. Il n'y a pas beaucoup d'exigences, il faut seulement cette attestation. Alors, se former prend du temps. Un collaborateur peut-il se voir empêché par le cabinet dans lequel il exerce de remplir son obligation de formation afin de rester travailler sur ses dossiers ? C'est effectivement une problématique qui peut se poser parfois pour le collaborateur, et le règlement intérieur national est venu réglementer cette question pour clarifier les choses. C'est l'article 14.2.5 qui est intégré à l'article relevant de la collaboration, qui précise que la formation déontologique et professionnelle étant à la fois un droit et une obligation de l'avocat collaborateur, qu'il soit libéral ou salarié, le cabinet doit s'y conformer et le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, parmi celles prévues par l'article 85 du décret dont je vous ai parlé. Donc, bien évidemment, il s'agit des formations qui permettent de valider les heures au titre de l'obligation de formation continue. Le RIN précise que l'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce de son intention de participer à une formation en externe avec un délai de 15 jours avant la formation. Alors, en pratique, ce délai s'applique ou pas, cela dépend en réalité des relations entre l'avocat collaborateur et l'avocat collaborant. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le cabinet a bien l'obligation de permettre au collaborateur de suivre les formations nécessaires et obligatoires pour qu'il puisse respecter son obligation de formation continue. Mais surtout, le collaborateur reste libre de choisir les formations auxquelles il souhaite participer. Le cabinet ne peut pas décider pour lui qu'ils doivent se former dans telle ou telle matière si ce n'est pas le choix du collaborateur. Pour terminer, parlons un peu d'argent. Toutes les formations ne sont pas gratuites. Quels sont les financements possibles ? C'est vrai qu'il existe des formations gratuites et spécifiquement pour les jeunes avocats, mais on a aussi de nombreuses formations qui sont payantes. Et donc, la profession a mis en place un premier système, donc c'est celui du FIFPL. Chaque avocat s'acquitte tous les ans d'une cotisation annuelle auprès de l'URSSAF, et donc qui va ouvrir des droits pour bénéficier d'une prise en charge par ce fonds. Donc c'est le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales, dans lequel est représenté les syndicats de la profession, et notamment la FNUJIA. En 2024, cette prise en charge, elle est de 600 € par an et par avocat pour les formations répondant aux critères. En effet, le FIFPL a mis en place différents critères qui rejoignent en partie ceux du CNB, mais pas totalement. Première grande différence, le fonds demande à ce que la formation dure à minima 3 heures, alors que la formation continue, on peut faire valider des formations de 2 heures. Donc c'est déjà une première différence. Il faut aussi que la formation soit dispensée par un organisme ayant la certification Calliope. Là aussi, c'est une exigence complémentaire, et tous les organismes de formation n'ont pas cette certification, même si ça se développe de plus en plus. Sont exclus aussi du fonds les tables rondes, les conférences et les colloques. Sont acceptés, là encore, sous la même réserve que le CNB, les congrès, dès lors qu'il y a de véritables formations. Mais l'assistance à un congrès seul ne suffit pas et ne permet pas d'obtenir une prise en charge par le fonds. En pratique, le plus simple avec le fonds, c'est de se créer un compte
et de faire une demande de prise en charge. Il suffit de joindre quelques éléments et notamment le programme de la formation auquel vous voulez assister et vous avez une réponse plutôt rapide sur la question de savoir est-ce que cette formation peut être prise en charge ou non. Et c'est vrai que c'est une solution qui est quand même assez pratique. Les confrères n'utilisent pas assez et c'est vrai que c'est une bonne chose de le rappeler et même d'inciter les confrères à en faire appel. On pourrait également citer à côté du fonds de formation, donc du FIFPL, le compte professionnel de formation. On n'y pense pas dès lors qu'on est avocat libéral, mais on bénéficie aussi d'un compte professionnel de formation auquel on abonde financièrement et donc on peut obtenir également des formations. Alors la petite difficulté sur le compte professionnel de formation, c'est que il faut veiller à ce que cette formation soit ensuite prise en charge au titre de la formation continue. Parce que sur ce site, il existe de multiples formations. On peut suivre un DU en langue, on peut suivre plein de choses diverses et variées, mais toutes ne seront ensuite pas validées au titre de la formation continue. Donc si on souhaite faire une formation par ce biais, il faut quand même veiller à ce qu'elle soit ensuite validée. Ce serait peut-être dommage pour l'avocat de suivre cette formation si elle ne rentre pas ensuite dans ses heures. Plus d'excuses donc pour ne pas remplir ces heures de formation continue puisque les critères ont été très bien expliqués au cours de ce podcast. Merci Pauline et Florian pour vos explications et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.